Chaque matin, quand il sonne 7h30 chez nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information, de divertissement, mais surtout de découverte. Il s'agit de votre rendez-vous. Bonjour le Faso, merci de nous renouveler votre fidélité. Aujourd'hui et cette semaine, vous le savez, nous nous intéressons à la communauté Aoussa du Burkina et nous allons vous proposer un témoignage d'un des ressortissants ou d'un des membres de cette communauté dans la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, nous aurons la revue de presse avec Adèle Semporé que nous allons retrouver tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons des membres de la coordination nationale des comités de suivi du mandatement pour justement parler de leurs problèmes aujourd'hui avec le mandatement. Il s'agit notamment des enseignants recrutés pour le compte du MENAPELN qui ont des soucis aujourd'hui avec le MENAPELN et avec bien sûr le ministère de la fonction publique. Nous en parlerons tout à l'heure avec M. Issoufou Ouedraogo, qui est le coordonnateur de la coordination nationale des comités de suivi du mandatement. Également sur ce plateau, M. Hassan Zoromé, qui est chargé à l'information de la même structure. Nous allons toucher du doigt le problème aujourd'hui dans la rubrique invité du jour. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour parler d'événements à venir. Merci de vous installer confortablement. Tout de suite et maintenant, nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent et qui sont des Aoussa du Burkina, mais aussi des Aoussa d'ailleurs. Partons à la découverte des Aoussa du Burkina, une communauté qui fait partie des 60 communautés du Burkina Faso aujourd'hui. Les Aoussa se réclament de la grande famille des Moussi. Il faut vous rappeler certainement qu'il y a un chef traditionnel Aoussa au Burkina Faso qui est intronisé par le Mogonaba, donc raison pour laquelle les Aoussa sont chez les Moussi. Alors rappelons que selon l'histoire justement, les sources nous rappellent que les Aoussa auraient foulé le sol du Burkina Faso vers 1800 et ces Aoussa sont très souvent originaires du Niger, du Nigeria, également du Ghana. Aujourd'hui, ils sont installés un peu partout dans l'Afrique. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est le quartier Zangouetin qui a accueilli ces Aoussa du Burkina Faso. Il faut rappeler qu'il y a une vieille mosquée au niveau donc de Zangouetin. C'est la mosquée des Aoussa qui a échappé aux opérations de déguerpissement sous la Révolution. Aujourd'hui, c'est un témoignage que nous allons vous inviter à écouter. Il s'agit notamment du témoignage de M. Nana Amado. Il est journaliste de formation à la retraite, mais il s'est intéressé à la question de la communauté Aoussa du Burkina Faso, notamment les questions d'intégration, comment les Aoussa du Burkina se sont intégrés, qu'est-ce que les Aoussa du Burkina ont apporté comme culture, comme valeur donc au Burkina Faso. Nous allons écouter son témoignage et on se retrouve juste après. Moi, c'est Dankambari Taïrou. C'est l'imam des Angouetins, le grand imam des Angouetins. Les Aoussa sont arrivés au Burkina ici, ou bien dans les plateaux Moussi, derrière beaucoup de siècles. Parce que Zangouéro, quand on dit Zangouéro, c'est les gens qui font du commerce, de marché en marché. Mais dans leur bagage, il y a tout là-bas. Et c'est là qu'ils achètent même les colliers de femmes, des colliers de femmes. Moi, je m'appelle Nana Amado. Je suis journaliste de formation. Actuellement à la retraite, j'étais journaliste à Sirouaya et puis Carrefour africain. Les Aoussa sont venus avec des valeurs culturelles, des connaissances, des expertises, mais qui aujourd'hui se sont fondus dans la culture et dans la réalité de nos pays. Ce qui fait que c'est un peu difficile de faire la différence. Je prends un exemple. Vous prenez la ville de Kaya aujourd'hui. La ville de Kaya est célèbre à travers ses brochettes. Mais n'oublions pas que les brochettes viennent de Aoussa. Quand vous entendez le mot Tchenchanga, c'est un mot Aoussa qui veut dire Tchanchanga. Donc vous voyez, c'est toute cette culture-là. C'est quand ils sont arrivés, c'était des commerçants, mais ils arrivaient avec toute une panoplie de métiers. Vous savez, les barbiers, les célèbres Wanzam qu'on rencontre. Ceux qui venaient savaient que dans nos sociétés,
ils étaient des experts pour raser les têtes. En plus de ça, c'est eux qui faisaient les circoncisions. Donc, c'est difficile un peu de parler parce qu'il y a eu une telle intégration que certains mots, certaines pratiques même nous aussi, croyons que c'est ce mot-ci alors que c'est Hausa. C'est difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un aujourd'hui que le mot Goré n'est pas du mot aussi. Ils ne vont pas croire. Alors qu'en réalité, c'est Hausa. Ça veut dire Goré, c'est-à-dire quelque chose qu'on a mélangé. Parce que tu vois un peu le Goré, ce sont des feuilles qu'on mélange avec des céréales, tout ça là. Ça c'est un. Vous prenez la danse Tarkei. Mais c'est intégré chez les Mossi. Mais en réalité, les Hausa le revendiquent comme une de leurs danses qu'ils ont amenées. Parce que si vous prenez en Mossi, on dit Tarkei. Mais les Hausa disent que c'est Takei. Takei, ça veut dire c'est la danse par la tête. Voilà, quand on dit Takei là. Donc effectivement, quand vous faites, donc il y a ça. Vous prenez même au niveau de Kaya, la danse Guélé. Les Hausa revendiquent comme si c'était comme un de leurs apports. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça que les Hausa ont amenées, qui sont aujourd'hui intégrées dans la culture, moi aussi dans la culture burkinabé. Il y a l'art culinaire qui faisait notamment les fourras. Vous prenez même Koula-Koula. Koula-Koula, ce sont des Hausa. En Hausa, on dit Kouli-Kouli. Mais aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine national de Kaya. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça au niveau de l'alimentation, de la culinaire. Vous avez le fourra, vous avez le massa. On aime dire massa, alors que si tu sais que chez nous aussi c'était les mihidou. Mais massa c'est Hausa. Donc il y a plein de choses comme ça serait un peu long de. Mais en tout cas, sachez que quand même, il y a eu une intégration qui est venue avec. Puisqu'ils ont vécu en harmonie dans le quartier avec tout le monde. Vous prenez ça même produit, vous prenez un de nos plus grands chanteurs composés ici, vous savez qu'il a chanté en Hausa. Quand vous prenez sa chanson d'Amba Kale, c'est une chanson Hausa. C'est une chanson que les jeunes filles chantaient un peu lors du mariage de leur copine. Ouais, c'est une chanson un peu pour se moquer un peu d'elle, qui va quitter le rang des célibataires, là où tout était permis, tout ça là. Donc elle voulait d'aller se soumettre dans une famille, devenir un peu ça quoi. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Nana Amadou. Il est journaliste à la retraite et il a produit des écrits et des communications sur la communauté Hausa du Burkina Faso, notamment leur rapport culturel et également aussi exemple donc d'intégration au Burkina Faso. Nous disons merci à Abdoulaye Kinda qui a rencontré ces personnes et cette communauté Hausa pour nous, à qui nous disons merci également. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Adèle. Et pour savoir ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le moment pour nous de passer à la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec Adèle Sempori pour cette revue de presse. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, ravi de te retrouver une fois de plus. Bonjour à tous. Et également. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? On retient que le chef de l'État a parlé après les événements douloureux d'Inata. Donc, on retient beaucoup d'informations et pour découvrir cela, nous commençons à découvrir la une de aujourd'hui au Faso. À la une donc de aujourd'hui au Faso, on lit ceci. Drame d'Inata, je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées ça et là. Propos de Rochmar Christian Kaboré, président du Faso. 10 manifestants anti-putsch tués au Soudan, les gardes Chiourm d'Al-Burhan de plus en plus méchants.
Attaque d'Inata, 53 morts désormais, des chefs de gendarmerie relevés de leurs fonctions. Lutte contre le terrorisme, le Sahel se porte mal. Conseil des ministres, ouverture des frontières terrestres et ferroviaires le 1er décembre. La révision des listes électorales annulée, c'est le point du Conseil des ministres. Et puis, à Brûle-Pourpont, c'est à lire également. Et puis, la logistique et le garba des troupes sont le b.a.-ba d'une guerre. Roch reprend le bâton du chef suprême des armées. Eh bien, c'est un édito à lire dans Aujourd'hui au Faso. Nous sommes à présent avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. À la une de ce canard, on lit: après le drame d'Inata, des sanctions seront prises sans exception, affirme Roch-Marc Christian Kaboré. Et sur le même sujet, plus que des mots, il faut des actes forts, à lire dans la rubrique Regard de l'Obs. Des chefs militaires relevés de leurs fonctions, lire également le Conseil des ministres. Et à ce propos, le CEFOP suspend sa participation à toutes les instances nationales. C'est relatif à l'attaque d'Inata. Procès Thomas Sankara, Blaise m'a dit que c'était un accident. C'est le témoignage de Pierre Ouedraogo, ancien secrétaire national des CDR. Et puis, compagnie nationale, compagnie gendarmerie de Kadiogo, un adjudant se suicide avec son arme de service. Découvrons à présent la une du journal Le Pays. Attaque meurtrière d'Inata, Roch-Marc Christian Kaboré promet des sanctions sans exception. Le CEFOP suspend sa participation à toutes les instances nationales. La bronca finira-t-elle par fouetter l'orgueil du président du Faso? Une interrogation du journal Le Pays. Dans la rubrique Révélation, Gendarmerie nationale, le chef secrétaire de la compagnie du Kadiogo se suicide. Crise sécuritaire au Burkina, le patron du renseignement rencontre le CEFOP aujourd'hui. Conseil des ministres, la réouverture des frontières annoncée pour le 1er décembre prochain. Et puis, procès des événements du 15 octobre 1987. Moi-même, je suis mort depuis 1987, dixit Boukari Kaboré, dit le Lion. Thomas Sankara a payé le prix de sa culture politique selon Basile Guissou. Témoignage donc de ces deux dans les colonnes du journal Le Pays. Lutte contre l'insécurité au Burkina, le MPC pour la mise en place d'une cour martiale pour juger les terroristes. Le MPC, c'est le mouvement des peuples citoyens de Idrissa Nogo. Voici à présent les informations détaillées par le journal Le Quotidien. À sa une, marche de protestation dans plusieurs villes du Burkina. Des Burkinabés donnent leur point de vue. Pour ce premier, demander le départ du président Kaboré n'est pas la solution. Si le père de la nation ne peut pas, il n'y a pas de honte à dire que je ne peux pas. C'est ce que pense une citoyenne. Et puis, mettre en place un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre de guerre, c'est ce que pense aussi un autre citoyen. À lire également dans les colonnes du journal Le Quotidien, le point complet du Conseil des ministres, l'UNIR PS suite aux récentes attaques terroristes, donner le pouvoir d'ordonner des offensives et des frappes au commandement opérationnel de proximité. C'est une déclaration du parti. Donc UNIR MPS. Boukari Kaboré, témoin dans l'affaire Thomas Sankara, le coup d'État du 15 octobre 87 a été minutieusement préparé et savamment orchestré. Et puis, le président du Faso à propos des manifestations, je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées ça et là. C'est ce que donc nous propose le journal Le Quotidien et c'est ce qui met fin à la lecture des différentes unes. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets et puis bien sûr ce qui marque l'actualité, c'est la sortie ou le message du président au sortir donc du Conseil des ministres hier. Oui, le président du Faso, Roch Kaboré, qui sort de son silence après la situation, l'attaque de Inata.
qui a fait plusieurs morts. Les chiffres ont d'ailleurs gonflé, nous allons en parler. Hier, au sortir du Conseil des ministres, c'est un président du Faso qui s'est dit beaucoup affligé après les événements douloureux de Inata. Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est exprimé devant la presse, a dit qu'il comprenait les mouvements des citoyens qui se sont mobilisés à travers plusieurs villes du Burkina Faso. Il a d'ailleurs dit que c'était pas compréhensible quand dans une armée qui est présentée comme une structure bien organisée, qu'il y ait un certain nombre de dysfonctionnements. Dysfonctionnements dont il fait cas, c'est les problèmes alimentaires, les problèmes de primes qui se posent, les problèmes logistiques qui se posent dans l'armée. Et selon Roch-Marc Christian Kaboré, ce n'est pas admissible pour une armée de vivre ces dysfonctionnements, de vivre ces problèmes-là à plusieurs reprises. Et pour mettre terme à cela, pour ne plus entendre parler de problèmes alimentaires au sein de l'armée, pour ne plus entendre parler de dysfonctionnement de primes, des soldats qui sont sur le terrain qui n'arrivent pas à avoir leur prime à temps ou qui n'ont même pas du tout leur prime, Roch-Marc Christian Kaboré a annoncé des mesures, des gendarmerie. Il a aussi annoncé qu'une enquête disciplinaire sera ouverte pour situer toutes les responsabilités et il a dit que toutes les personnes qui seront concernées dans cette affaire d'Inata seront sanctionnées sans exception. Il l'a bien précisé, sans exception, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Il a aussi annoncé qu'un conseil supérieur donc, de la défense nationale sera donc créé pour faire le point de tout ce qui s'est passé, pour faire le point de tout ce qui est dysfonctionnement au sein de l'armée et puis prendre éventuellement des dispositions qui s'imposent face à la situation. L'autre chose, c'est que c'est l'enquête qui a d'ailleurs que Roch-Marc Christian a annoncé pour sanctionner toutes les personnes qui sont concernées par cette situation d'Inata. Alors hier, à la sortie du Conseil des ministres, c'est vraiment un président du Faso, on va le dire, qui est touché, qui s'est présenté à la presse à travers sa voix, à travers son visage. On sentait que les événements l'ont touché, mais sa sortie, qu'est-ce que sa sortie va changer? C'est ce que les citoyens se posent comme question. Qu'est-ce que les sanctions annoncées vont changer? Certainement, ça va changer quelque chose dans la façon de faire de l'armée, mais est-ce que ces sanctions n'arrivent pas tard? C'est la question que moi je me pose. Il aurait fallu peut-être des sanctions plus tôt, avant que l'attaque d'Inata ne se produise, quand les soldats ont donné l'alerte, quand les soldats ont donné le cri de cœur pour demander un ravitaillement parce qu'ils n'avaient pratiquement plus rien à se mettre sous la dent sur le terrain. Ils se nourrissaient seulement d'animaux qu'ils abattaient dans la brousse. Moi, je pense que les soldats qui sont au front arrivent à manquer de l'essentiel jusqu'à arriver à ce point. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui n'a pas fait son travail pour qu'on arrive à manquer de la nourriture au front? Pour moi, il ne devrait même pas avoir de rupture. Pour ceux qui sont au front, il ne devrait pas avoir de rupture. On ne doit pas attendre que les vivres finissent avant de ravitailler les soldats qui sont au front, puisque c'est l'essentiel, c'est humain en réalité. Il faut se nourrir pour pouvoir faire le combat. Et si des soldats qui sont même affamés... pour ceux qui ne combattent pas, il faut se nourrir pour vivre. Bien évidemment, et c'est le strict minimum, c'est humain. Donc, si vous n'avez pas l'essentiel même pour aller au combat, moi, je me demande ce que vous pouvez faire sur le terrain. Le ventre creux, est-ce qu'ils arrivent même à soulever une arme? Bon, c'est vrai qu'ils ont une formation pour cela, mais moi, je pense que les sanctions devraient venir un peu plus tôt. Peut-être que ça pourrait éviter la situation, l'attaque d'Inata. Voilà, parce que peut-être qu'ils auraient plus de logistique, peut-être qu'ils auraient plus de force pour combattre, peut-être qu'ils auraient plus de stratégie. C'est des questions qui se posent. Mais on espère que les sanctions qui sont annoncées vont réellement changer quelque chose pour que les soldats qui sont au front ne vivent plus cela. Et il a dit, il ne faudrait plus désormais qu'on entende parler des questions d'alimentation, des questions de primes pour les soldats. On l'a dénoncé à plusieurs reprises. Pour les questions de primes, ce n'est pas maintenant que le problème se pose. Il y a des soldats eux-mêmes qui ont dénoncé cette situation. On a annoncé que ceux qui sont au front devraient avoir 2000 francs jour, ou même plus que ça, 5000 francs jour pour certains.
Et même ça, pour avoir cette prime-là, c'est tout un problème. Il y a quelqu'un qui s'assoit dans son bureau qui bloque quand même ça. Ah oui, et qui cette somme-là n'arrive pas aux soldats. Moi, je pense que c'est regrettable qu'on arrive à des situations extrêmes comme celle-ci. Et j'espère que le président du Faso, qui s'est dit affligé par cette situation, va prendre la pleine mesure de la situation, va prendre la pleine responsabilité pour que de tels drames ne se reproduisent plus au sein de l'armée. Et on espère que vraiment le conseil disciplinaire qui a annoncé va faire les enquêtes qu'il faut, l'enquête qui est annoncée, sinon si elle n'est déjà ouverte, que les responsabilités soient situées pour qu'on sache qui n'a pas fait quoi, à quel niveau, pour que des sanctions tombent, et de vraies sanctions, parce qu'on a vu Arbinda, on a vu Yirgou, on a vu Idrissama, Inata, on a vu Solane, et si des sanctions arrivent après Inata, moi je pense que les choses ont tardé avant que le chef de l'État ne prenne la pleine mesure de la situation. Il faudrait des sanctions bien avant que Inata ne se produise. Mais comme on le dit, que les choses tardent à venir, ce n'est pas un problème, pourvu qu'elles s'appliquent sur le terrain, pour que ça donne d'exemples. Voilà, parce que j'ai vu quelque part quelqu'un qui a publié d'où est-ce que la hiérarchie militaire, les chefs de corps arrivent à construire des bunkers, arrivent à mener une vie de prince. Où est-ce qu'ils gagnent l'argent pour mener cette vie-là? C'est bien sûr, c'est dû à cette situation. Et donc, on espère que la sortie du président du Faso va vraiment changer quelque chose dans la façon de faire de l'armée. Il a souhaité une armée unie, une armée qui fonctionne normalement, sans problème. Et on espère que lui-même, en tant que chef suprême des armées, il va régler les choses. Ça m'a surpris qu'il soit surpris. Parce que quand on a écouté le chef de l'État, il paraissait surpris de voir ces dysfonctionnements au sein de l'armée. Mais pour moi, ça ne peut pas s'expliquer à partir du moment où lui-même, il est le chef suprême des armées. Soit il n'a pas les vraies informations qui viennent du front, soit il est mal entouré, ou ceux qui l'entourent ne lui donnent pas les informations exactes du terrain. Et ce sont ces mêmes personnes, malheureusement, qui vont mener les enquêtes sur le terrain et qui vont produire les résultats. Donc, on attend que le président du Faso fasse ce qu'il faut pour que de tels drames vraiment ne se reproduisent plus. Espérons. Et quand moi j'ai entendu parler d'enquête, je me suis dit, bon, l'enquête pourra se faire certainement, mais est-ce que nous, on aura des explications ou les vraies explications? Parce que je trouve que c'est une enquête aussi qui peut se faire assez simplement. Je ne m'y connais pas, c'est vrai, mais quand on dit qu'ils ont passé le temps, la hiérarchie qui était en place là-bas a passé le temps à justement alerter que les vivres étaient finis, alerter ceci et cela. Ils doivent avoir quand même des traces. Et ils ont alerté qui? Je pense que c'est la première personne à toucher. Et puis, est-ce qu'après, on aura des explications? Est-ce qu'après, ils vont venir nous dire, voilà, c'est X qui a alerté Y, et puis Y a tenté de faire ceci, de régler cela, ou a bloqué l'information? Est-ce que le citoyen lambda pourra avoir les résultats de l'enquête? Je ne suis pas sûre. C'est sûr que l'enquête va se faire, c'est sûr que les résultats vont rester à la hiérarchie militaire. Peut-être que ça va fuiter, peut-être que le citoyen lambda pourra avoir certaines informations. Mais à l'étape de l'enquête, je ne suis pas sûre que les résultats seront divulgués. Comme vous le savez, l'armée est classée top secret. Donc, on ne peut pas savoir réellement ce qui s'y passe. Moi, je pense que les résultats seront seulement au niveau de la hiérarchie, mais c'est peut-être après qu'on pourra avoir des informations de cela. Mais ce qui nous importe, c'est que les sanctions tombent. Voilà. Il ne sert à rien pour nous d'avoir les résultats de l'enquête sans suite. On a vu des résultats de plusieurs enquêtes, mais qu'est-ce que ça a changé sur le terrain? Rien pratiquement. Donc, même si le citoyen lambda n'a pas les résultats de l'enquête, pourvu qu'il sache que après l'enquête qui s'est produite sur le terrain, il y a eu des résultats et il y a eu des sanctions et il y a eu un impact dans ce qui se faisait. Moi, je pense que c'est ce qui importe. Merci, voilà. Nous allons avancer. Le temps risque de nous manquer et dans le même temps, un gendarme se donne la mort.
Oui, on a appris donc hier dans la matinée que le chef secrétaire de la gendarmerie du Kadiogo s'est donné la mort. La gendarmerie à Ouagadougou, non loin de Kossiam, s'est donné la mort avec son arme de service. C'est l'information qui a circulé et c'est aussi l'information donnée par la gendarmerie nationale à travers donc un communiqué publié par la gendarmerie nationale. Et il s'agit donc de ce gendarme-là. Bon, il semble que c'est relatif à l'attaque de Solhan que ce gendarme-là s'est donné la mort. On n'en sait pas plus pour le moment. Selon le communiqué de la gendarmerie nationale, c'est avec son arme de service qu'il s'est donné la mort à son service. Relatif à l'attaque relatif à l'attaque d'Inata. Okay. Oui, il semble que c'est relatif à l'attaque d'Inata. Oui. Maintenant, est-ce que lui, il était impliqué? Est-ce qu'il a voulu changer quelque chose? Est-ce qu'il a voulu... Est-ce qu'il avait des rumeurs? Voilà. Cela, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Il semble, comme je l'ai dit, que c'est relatif à l'attaque d'Inata. Et là aussi, la gendarmerie a annoncé qu'une enquête a été immédiatement ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame et puis éventuellement prendre les dispositions qu'il faut face à cela. Donc, on attend aussi peut-être que les résultats de l'enquête là seront connus ou pas. Mais la gendarmerie a annoncé qu'une enquête est ouverte. Alors, retour sur le Conseil des ministres hier, qu'est-ce qu'on retient comme autre point? Autre point, c'est que le gouvernement a annoncé que malheureusement le bilan de l'attaque d'Inata s'est alourdi de 32 morts. On est maintenant à 53 morts. On parle de 49 gendarmes et de 4 civils. On parle aussi de 46 gendarmes qui ont été retrouvés parce qu'il y a des gendarmes qui manquaient à l'appel et donc certains ont retrouvé les rangs qui portent désormais à 46 le nombre de gendarmes retrouvés. Il y a eu aussi le relèvement du commandant du groupement des forces du secteur nord et celui de la première région de gendarmerie. Je l'avais tantôt dit, le chef de l'État qui a annoncé les sanctions et ces chefs de corps-là ont été relevés de leurs fonctions. Autre point, c'est on va dire la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Frontières terrestres et ferroviaires à partir du 1er décembre, le gouvernement l'a annoncé. Le gouvernement a annoncé aussi l'annulation du processus d'enrôlement biométrique des électeurs, en tout cas suspendu pour annulé, c'est le terme qui a été donné pour les élections municipales de mai 2022. Le gouvernement a aussi annoncé la création d'un comité national d'orientation et de suivi du forum sur la réconciliation nationale qui était prévu du 17 au 23 janvier 2022. Ce sont les principales informations données au Conseil des ministres, point fait par le porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. D'accord. Et pour finir, on apprend que le CEFOP suspend sa participation aux instances nationales. Oui, c'est une déclaration du chef de file de l'opposition, déclaration qui est issue d'une rencontre du cadre de concertation de l'opposition politique. Alors, l'opposition a analysé la situation après l'attaque d'Inata et pour les opposants, c'est une inaction du gouvernement face à la crise sécuritaire qui a entraîné cela. Selon le CEFOP, c'est aussi la démission de l'État des forces de défense et de sécurité. Donc le CEFOP en veut pour preuve d'ailleurs le cri de détresse lancé par les gendarmes, le détachement d'Inata bien avant l'attaque. Et pour le CEFOP, c'est la démission totale du gouvernement face à la crise sécuritaire. Et c'est aussi l'incapacité, selon la déclaration produite par l'opposition, l'incapacité du chef de l'État à maîtriser la situation. Et la conséquence, c'est que l'opposition se retire de toutes les instances nationales en cours. L'opposition a cité par exemple le comité de suivi du dialogue politique
l'opposition se retire. Il se retire également du comité de suivi et d'orientation de la réconciliation nationale. L'opposition se retire également des assises nationales sur l'éducation, assises nationales qui s'ouvrent d'ailleurs aujourd'hui à Ouaga 2000. Et donc, ça se fera sans la participation de l'opposition politique. Et dans la déclaration, l'opposition a appelé ses militants, ses sympathisants et toutes les organisations qui militent pour un bien-être du Burkina à se tenir prêtes pour d'éventuels mots d'ordre, parce qu'on imagine que les jours à venir, et c'est ce que dit la déclaration, l'opposition se tiendra prête pour des manifestations les jours à venir. Elle annonce déjà des mots d'ordre, mais on ne sait pas comment se manifester ces mots d'ordre-là. Du reste, on apprend qu'aujourd'hui, il est prévu une rencontre entre Eddy Kombego, ses camarades, et le chef des renseignements burkinabé, l'Agence nationale de renseignement. Son chef, François Ouedraogo, va rencontrer le chef de file de l'opposition aujourd'hui pour parler sécurité, bien évidemment, et pour parler d'autres questions, on imagine. Et selon les informations, c'est une initiative voulue par le chef de file de l'opposition lui-même. Donc, on attend de voir le point qui sera fait à l'issue de cette rencontre. D'accord. Merci bien, Adèle, pour ce point de l'actualité. Tu restes avec nous, c'est l'occasion pour nous de faire quelques tours, quelques vides d'affaires d'ailleurs, pour découvrir les couleurs du temps. Et comme annoncé, nos invités du jour sont sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous allons les retrouver juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Issoufou Ouedraogo. Il est le coordonnateur de la coordination nationale des comités de suivi du mandatement. Vous allez savoir tout à l'heure de quelle coordination il s'agit. Également sur ce plateau, M. Hassan Zoromé, chargé à l'information de la même structure. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Avant de parler de vos difficultés actuelles qui se trouvent être un problème de mandatement, nous allons parler d'actualité parce qu'aujourd'hui s'ouvre la cérémonie, s'ouvrent justement les assises nationales sur l'éducation et la cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour ce matin même au niveau donc de Ouaga 2000. Vous êtes des enseignants de profession. Dites-nous quelles sont vos attentes de ces assises nationales sur l'éducation. Monsieur Ouedraogo. D'accord, merci à Savane Média de nous recevoir sur son plateau. C'est un plaisir pour nous de partager donc nos difficultés avec l'ensemble de l'opinion publique au Burkina ici. Et étant donné que nous sommes des acteurs de l'éducation, c'est normal qu'on puisse donc donner une lecture sur les assises nationales avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet. Pour moi, je pense qu'à l'étape actuelle, moi je n'attends pas grand-chose donc de ces assises nationales. Parce que quand on regarde le comportement de nos autorités sur le terrain et sur l'éducation à l'étape actuelle, on peut dire qu'ils sont donc dans une logique pour nous de liquider donc le système éducatif. Donc pour moi je n'attends pas grand-chose donc de ces assises nationales parce qu'on n'aurait même pas dû aller à des assises nationales si la politique éducative était vraiment bonne. Alors, M. Zoromé, êtes-vous du même avis? Oui, en fait, je rejoins mon collègue parce que c'est une réalité. Parce que moi, je pense que le préalable, c'était d'œuvrer à ce que l'enseignant s'y reconnaisse dans son statut d'enseignant. Parce que quand on dit un enseignant, ça veut dire beaucoup de choses et que lorsque l'enseignant n'est pas conforté dans sa situation d'enseignant, c'est difficile. C'est là où il faut commencer le travail. Alors, dites-nous pour commencer, qui sont les membres de votre coordination, la coordination nationale des comités de suivi du mandatement? Qui sont les membres de cette coordination et pourquoi vous avez créé cette coordination? Alors, les membres de la coordination, nous sommes un regroupement d'entités. Et il y a donc les élèves stagiaires qui sont sortis de l'école normale supérieure de Koudougou, l'ENESCA. Il y a ceux qui sont sortis de l'Institut des sciences, IDS. Il y a ceux qui sont recrutés sur mesures nouvelles spéciales. Et il y a également ceux qui sont recrutés sur le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, PGN. Donc, c'est 4 entités qui forment donc la coordination nationale des comités de suivi du mandatement. On a mis cette coordination en place depuis le 28 août 2021. Donc, l'objectif, c'était donc de parler le même langage et
avoir uni donc nos forces pour pouvoir donc exiger à ce qu'il y ait le mandatement le plus tôt possible. Donc c'est une coordination dans laquelle on retrouve, on va dire, le personnel éducatif, mais ce sont des membres du personnel nouvellement recrutés. C'est ça. Alors, on sait que pour le cas, par exemple, du personnel du PGN, par exemple, il y a eu entre-temps un concours pour recruter certains. Et puis, est-ce que ceux qui sont avec vous, c'est ceux qui ont été admis au concours? Effectivement, il y en a parmi nous qui étaient dans le programme pendant les 3 ans et qui ne sont pas admis au concours. Mais ceux qui sont là actuellement, c'est ceux qui sont effectivement admis au concours à l'issue. Ils sont devenus bien sûr des fonctionnaires. Voilà, à l'issue du test d'intégration. Alors, vous êtes enseignant, nouvellement recruté, donc, et vous avez des problèmes avec déjà le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, et également avec le ministère de la fonction publique. Où se situe le problème, M. Ouedraogo? Le problème se situe à plusieurs niveaux, parce que notre problème principal c'était le mandatement. Mais on a vu que cette année, l'autorité a décidé donc de disperser un peu nos forces, de nous amener sur plusieurs fronts afin donc de pouvoir nous diviser. Et lorsque nous étions à l'école, quand on a fini on a fait la sortie, nous avons été informés que pour ce qui est de cette année, les sorties donc de l'LSK et de l'IDS vont prendre part à une formation militaire entrant dans le cadre du service national pour le développement. Donc à partir de là, on a compris que cette année ne sera pas comme les années précédentes. Donc nos difficultés ont commencé à ce niveau. Parce que l'organisation pratique même des SND militaires, il y avait donc un cafouillage total. Parce que quand nous avons été informés, on a demandé à voir donc nos différentes autorités, à commencer au niveau de l'NSK, au niveau du SND militaire, au niveau de notre DRH MENA-PLN, au niveau donc du secrétariat permanent des écoles. Mais en dehors du SND, tout le monde donc se sentait ne pas être concerné par la chose. Et il y en a même qui étaient surpris par la décision. Donc, depuis la sortie, on ne savait pas exactement ce qui nous attendait et comment les choses allaient se passer. Donc vous avez fait la formation militaire et pendant cette formation, vous avez rencontré des difficultés? Non, nos collègues sont toujours au camp militaire parce que ça a commencé le 1er octobre et ça va jusqu'au 28 décembre. Donc ils vont faire 3 mois au camp militaire. Voilà, parce que le problème qu'on avait soulevé, c'est que nous sommes des stagiaires qui viennent de sortir, on a coupé les pécules, il n'y a pas le mandatement, et donc on a demandé à l'époque qu'il y ait des accompagnements, voilà, les permettant donc de faire la formation en bonne et due forme et également pouvoir sortir et bénéficier de quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ils sont au camp sans pécule et sans mandatement, malheureusement. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fini vos formations respectives. C'est ça. Et vous êtes affecté, ou bien il y a aujourd'hui des personnes qui attendent aussi leurs affectations? À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui attendent toujours leur affectation. Il y en a qui ne connaissent même pas où se trouve leur lycée. Parce que depuis la sortie, il y a une note donc du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui avait suspendu les affectations. Et donc, c'est juste après que nous avons compris que les gens ne comprenaient pas, ils ne savaient pas que tout le monde n'était pas au camp militaire. Pour eux, tout le monde était au camp militaire, donc il faut suspendre les affectations en attendant qu'ils reviennent. Donc, malheureusement, il y a un grand nombre qui se trouve dehors et qui attendent toujours les affectations. Donc, à l'étape actuelle, il y en a qui ne connaissent pas exactement les lycées. Donc, ils sont toujours dans l'attente des affectations. Il y en a qui connaissent les régions, les provinces, mais les lycées exactement, il y en a qui ne connaissent toujours pas. Alors, M. Zoromé, c'est plusieurs cas donc, qu'on retrouve dans votre coordination. Mais pour ceux quand même qui connaissent leur lieu, lycée d'affectation, qui sont affectés, qui connaissent le lieu aujourd'hui, qui rencontrent maintenant le problème de mandatement. C'est pourquoi vous dites aujourd'hui que sans mandatement, vous ne pouvez pas rejoindre vos postes? Bon, avant d'arriver là, il faut dire que pour ce qui concerne les PGN, il y a lieu de rappeler un certain nombre de faits. Parce que notre contrat qui devait prendre fin le 6 février, le ministre avait fait sortir une note pour demander notre maintien sur le terrain, pour, en tout cas dans l'objectif de pouvoir sauver l'année. Toutes choses que nous avons acceptées de façon patriotique et nous sommes restés sur le terrain jusqu'à la fin de l'année. Et il avait précisé dans sa note qu'il y aura des régularisations salariales à l'issue effectivement de ça.
nous ne pouvons pas comprendre que depuis de février 2021 à ce jour, les résultats sont sortis en mars et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de mandatement. Donc c'est un peu difficile quand même pour un enseignant dans cette situation-là. C'est une précarité, il faut le dire, d'aller effectivement enseigner. Monsieur Ouedraogo, à quoi consiste le mandatement? Le mandatement consiste donc, il faut dire que c'est le premier salaire du travailleur après la sortie de l'école ou bien après l'intégration à la fonction publique, en attendant que le gouvernement ou vos autorités prennent des décisions pour vous affecter, vous passez un temps dehors. Et ce temps-là, comme vous n'êtes pas responsable, lorsque vous êtes affecté, l'État donc comptabilise le nombre de mois et vous donne donc votre premier salaire. Et il se trouve qu'il y a environ 8 mois pour certains, comme les PGN, et 4 à 5 mois pour d'autres, comme ceux qui sont sortis de l'IDS, l'NSK et des mesures nouvelles spéciales. Donc, au regard donc, de toutes ces difficultés, nous avons dit que c'est difficile pour nous d'aller sur le terrain parce que nous n'avons pas le minimum. Actuellement, il n'y a pas le minimum pour aller sur le terrain. Il n'y en a même pas. Vous imaginez quelqu'un qui doit quitter Dori pour rejoindre Banfora, il va traverser tout le Burkina Faso pour rejoindre son poste. Ne serait-ce que le déplacement de la zone A à la zone B, ça nécessite vraiment un minimum. Et ce minimum-là, il n'y en a pas. Et pour nous, l'enseignement, c'est une question d'honneur et d'intégrité. Ce serait difficile pour un enseignant, par exemple, d'aller se mettre devant des adolescents pour enseigner si lui-même, il n'arrive même pas à réunir un minimum de conditions pour enseigner. Donc pour nous, nous pensons que c'est très difficile, c'est vraiment difficile et nous pensons que les autorités même reconnaissent ça publiquement et entièrement. Donc c'est-à-dire depuis 6 mois pour certains, 8 mois pour d'autres, vous attendez ce mandatement qu'on cumule quand même ces mois de salaire pour vous permettre de rejoindre vos postes. Est-ce que parmi vous, il y en a quand même qui sont partis, qui ont rejoint leur poste? Il y en a qui, à notre connaissance, nous ne connaissons pas des gens qui rejoignent les postes, mais ce qui nous revient, c'est qu'il y a des menaces sur nos collègues. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont ces menaces-là? Parce que les menaces, il y a des notes qui sont sorties. Si je vous prends par exemple cette note, c'est le directeur provincial de la Sicile qui demande à ce que on recense tous ceux qui sont affectés dans les lycées et qui n'ont pas encore rejoint les postes, qu'on n'a qu'à envoyer leur nom à la direction provinciale. Pour en faire quoi, c'est eux seulement qui savent. Voilà. Et il y a une autre note également, ça c'est pour le sud-ouest. Ça également, c'est le directeur régional qui intime l'ordre aux directeurs provinciaux et les chefs d'établissement de tout faire pour que les gens restent sur le terrain malgré le fait qu'il n'y a pas le mandatement. On les menace même de les redéployer si toutefois ils ne sont pas à leur poste. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Il n'y a pas de conditions minimum qui sont réunies pour que les gens puissent faire le cours normalement, mais on veut vraiment les maintenir. Ce qui est un peu bizarre, si vous prenez la note de la Sicile, les collègues ont fait les tirages pour les provinces. À partir c'était le 10 novembre, et juste après le 11, on fait sortir la note pour demander aux chefs d'établissement d'envoyer leur nom au niveau de la direction provinciale, pendant que les collègues ne connaissent même pas les lycées. Pour quelqu'un qui ne connaît pas son lycée, l'autorité est dans la logique de réprimer, d'envoyer les gens par force sur le terrain. Malheureusement, c'est le constat qu'on fait à l'étape actuelle. Donc ce sont des menaces comme ça, et nous profitons donc de votre micro pour dire il faut qu'on arrête ces menaces-là. Parce que l'enseignant quand même, comme on l'a dit, il y a un minimum qu'il faut réunir. S'il n'y a pas ce minimum-là, vraiment ce serait compliqué. Mais quand la note sort et qu'on vous invite à rejoindre par exemple vos postes, nous supposons qu'il y a une date qui est précisée. Non, puisque si vous êtes affecté, il y a un délai effectivement pour aller prendre service, pour aller rejoindre votre poste et prendre service. Voilà, donc nous demandons à nos collègues d'aller prendre service. Mais là également, les autorités disent aux directeurs provinciaux et aux chefs d'établissement de ne même pas donner l'attestation de prix de service. Et même ceux qui ont déjà l'attestation de prix de service, qui n'ont qu'à annuler ces attestations de prix de service si les intéressés ne sont pas sur place pour commencer les cours. Donc vous voyez que c'est vraiment compliqué.
Mais quelque part aussi le fait que vous ne partez pas à vos postes en attendant bien sûr le mandatement, ça crée autre chose aussi pour les élèves et puis le personnel éducatif de l'autre côté dans vos lieux d'affectation. Il y a des conséquences, il y a des répercussions aussi sur l'enseignement dans ces écoles-là. Bon, à ce niveau, il faut dire que c'est tout un paradoxe. Parce que lorsque je prends les cas toujours des PZN, alors nous, on a enseigné de mars ou du moins de février jusqu'à la fin de l'année dernière. Maintenant, si par exemple on demande en novembre à ce qu'on te retire ton attestation de prix de service qui est censée être signée à la date du 29 mars 2021 et que parce que tu n'es pas venu en novembre ou bien en octobre, novembre, tu n'es pas sur le terrain, on demande de retirer cette attestation. Qu'est-ce qu'on fait de ce que tu as déjà fait comme travail? On est supposons que c'est parce que tu es dans l'incapacité, effectivement, que tu n'es pas sur le terrain et non pas réellement par manque de volonté. Sinon, la volonté y est. Et comme nous l'avons dit, si aujourd'hui nous sommes mandatés, demain nous sommes sur le terrain. Monsieur Zoromé, pour vous, vous avez passé le test, donc on va dire quoi, test d'intégration au concours après les 3 ans là. Vous avez passé ce concours-là et vous avez réussi. Tout à fait. D'accord, à intégrer justement la fonction publique. Alors, nous allons continuer notre échange. Je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec des membres de la coordination nationale des comités de suivi du mandatement, des personnes qui sont du personnel donc de l'éducation nouvellement recruté, qui aujourd'hui ont besoin de mandatement pour rejoindre leur poste. Vous avez dit, on vous menace aujourd'hui si vous ne partez pas donc à vos postes. Alors au niveau de la formation, vous l'avez dit, vous avez rencontré des difficultés. Alors d'un côté aussi, vous parlez de problèmes d'indemnité avec la lettre circulaire du ministère de la fonction publique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette lettre? Oui, effectivement, avant de revenir sur ça, permettez-moi de réagir un peu sur ce qu'il a dit. Sur le personnel de l'éducation et les élèves qui nous attendent sur le terrain. C'est vrai, il y a des difficultés. Mais ces difficultés, donc, ça ne surprend pas l'autorité. Ça ne surprend pas l'autorité parce que c'est l'autorité qui doit réunir toutes les conditions pour que les élèves et les personnels de l'éducation sur le terrain donc, puissent se sentir à l'aise et prendre les cours et les enseignements dans de bonnes conditions. Malheureusement, l'autorité ne réunit pas les conditions. Elle veut forcer ceux qui sont sortis là d'aller sur le terrain malgré les difficultés. Donc, disons que c'est carrément impossible et c'est difficile. Voilà, et donc, ça ne surprend pas l'autorité. Sur la question des indemnités, effectivement, vous savez, lorsque vous sortez de vos écoles et vous êtes intégré dans la fonction publique, comme je l'ai dit, il y a un temps que l'État met, que le gouvernement met, avant donc de vous affecter dans vos postes respectifs. Et pour ce qui est de notre cas, nous sommes sortis, pour ce de l'NSK par exemple, nous sommes sortis en juillet, nous avons déposé nos dossiers d'intégration le 2 août 2021. Et du 2 août 2021 jusqu'en octobre, nous sommes affectés donc à la DRH de MENA-PLN. Ça veut dire que nous attendons toujours d'être affectés dans nos différents postes, mais en attendant, nous sommes affectés à la DRH. Et nous devons donc bénéficier des indemnités du mois d'août, septembre, octobre, jusqu'à ce que nous soyons affectés dans nos différents postes. Malheureusement, cette année, le 15 octobre, il y a une lettre circulaire qui est sortie donc, au ministère de la fonction publique pour dire que désormais, pour que les nouveaux recrutés puissent bénéficier de ces indemnités, il va falloir qu'ils soient affectés dans sa dernière structure d'affectation, qui est l'établissement. C'est-à-dire, sinon, s'il n'est pas, quel que soit le nombre de mois qu'il va faire dehors, tant qu'il n'est pas affecté dans les lycées, il ne bénéficie pas donc de ces indemnités. Et pourtant, c'est une remise en cause grave donc, des acquis sociaux des acteurs de l'éducation. Voilà. On sait qu'il y a il y a eu un accord entre syndicats donc, de l'éducation et le gouvernement concernant le mandatement. Cet accord disait que les autorités avaient justement pris l'engagement de mandater les agents nouvellement recrutés dans un délai d'1 mois. C'était l'accord qu'il y avait eu entre le gouvernement et puis le syndicat national donc, de l'éducation. On se demande maintenant pourquoi ce n'est pas respecté. Quelle est l'explication qu'on vous donne? Bon, l'explication qu'on nous donne, pour nous, ce sont des explications qui ne tiennent pas parce que
c'est tout un État, une autorité se respecte donc par le respect même de la parole donnée. L'engagement qu'on donne en tant qu'autorité, si on veut vraiment que les citoyens puissent respecter cette autorité et se reconnaître donc dans cette autorité, il va falloir que l'autorité elle-même respecte d'abord son engagement et sa parole donnée. Nous avons dit en 2018 entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement que l'accord a été signé et le gouvernement s'est engagé donc à mandater les agents nouvellement sortis des écoles et nouvellement recrutés un mois juste après les sorties. Mais bon, on constate que ce n'est pas le cas. Et quand on pose les problèmes, ils nous disent qu'il y a des problèmes techniques qui font que, objectivement, ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Et nous disons que c'est pas juste et c'est pas vrai. Voilà, pour nous, c'est pas juste. Voilà, si l'autorité donne l'engagement, ça veut dire qu'elle doit réunir les conditions pour que ça puisse arriver. Si ce n'est pas arrivé, c'est de la mauvaise foi et c'est de la mauvaise volonté donc de pouvoir arranger les choses. Voilà. Monsieur Zoromé, vous déposez votre dossier pour demander donc l'intégration à la fonction publique de mois et ça ne se fait pas. Pourquoi ce problème de traitement de dossier ou pourquoi le problème se pose selon vous? Bon, actuellement, ce n'est plus l'étape de l'intégration, c'est l'étape du mandatement. Parce que l'intégration a traîné, c'est vrai, pour ce qui concerne les PZN. Nous avez aussi sur votre plateau à plusieurs reprises pour cette question. Mais actuellement, c'est le problème du mandatement. C'est le fait qu'on a été intégré en mars 2021 et que jusqu'à ce jour-là, personne n'a des informations relatives au mandatement. Et sinon, les dernières informations que nous avons reçues, pour les attestations ou du moins les actes d'intégration signés à la date du 29 octobre, on était autour de 924 pour toutes les entités, que ce soit l'ENS, IDS, Mesures Nouvelles et PZN, alors que nous sommes à peu près autour de 5000. Donc, vous voyez qu'à cette allure-là, c'est un peu difficile d'espérer vraiment que les choses aillent encore plus vite. Ce que nous avons, c'est ce que nous souhaitons, c'est que l'autorité s'active réellement pour faire mandater les camarades afin qu'ils puissent effectivement rejoindre le terrain, au lieu de passer son temps à élaborer des notes pour faire des répressions et des menaces. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous avez entrepris des rencontres avec notamment le ministère de l'Éducation, le ministère de la Fonction publique? Est-ce que vous avez entrepris des rencontres? Oui, lorsque la circulaire, par exemple, est sortie, nous avons cherché à comprendre avec le ministère de la Fonction publique et nous avons été reçus par le directeur général donc, de la Fonction publique. Et effectivement, à l'époque, c'était de comprendre est-ce que la note concerne effectivement ce qui vient de sortir, parce que la note a été signée le 15 octobre. Et le 15 octobre, il se trouvait que presque toutes les entités avaient déjà déposé les dossiers d'intégration. Nous avons demandé, et au regard du fait que nous avons déposé nos dossiers d'intégration bien avant la signature de la note, est-ce que nous sommes concernés? Parce qu'au regard du fait que la loi n'est pas donc rétroactive, voilà, donc est-ce que nous sommes concernés par cette note-là? Effectivement, ils nous ont fait comprendre qu'en dehors de ceux qui ont les arrêtés d'intégration signés, sinon tout le monde est concerné. Donc nous avons compris tout de suite maintenant que en fait ce n'est pas pour résoudre un problème comme eux-mêmes l'ont dit dans la circulaire, mais c'était une manière donc de réprimer les gens parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils aillent sur le terrain. Donc c'était une manière donc de les réprimer simplement. Et quand nous avons tenu cette audience au niveau de la fonction publique, nous sommes allés également au niveau du secrétariat général du ministère de l'Éducation, mais là-bas ils ne nous ont pas reçus, ils nous ont renvoyés à notre DRH et c'est effectivement là-bas que nous sommes allés tenir l'audience, c'était le 28. Alors, et là-bas également nous avons posé les problèmes. Mais bon, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas revenir sur cette question-là parce que c'est une question qui est déjà tranchée et que c'était donc fini et qu'on devrait donc assumer, malgré donc les difficultés qu'engendre cette circulaire-là. Donc on a fait des démarches, mais ces démarches sont restées vraiment sans succès. Voilà. Maintenant, vous avez organisé une conférence de presse, c'est lundi dernier. Quelles sont vos doléances aujourd'hui? Les doléances, c'était donc que l'autorité d'abord respecte son engagement en mandatant le plus tôt possible les agents nouvellement recrutés et sortis des écoles. Deuxièmement, au regard de la dégradation de la situation au niveau du système éducatif, nous interpellons à plusieurs fois donc, les syndicats qui se trouvent donc au niveau de l'éducation, qui n'ont qu'à avoir un regard sur ce qui se passe, parce que c'est le système éducatif qui est en dégradation continue. Et si ça continue comme ça, et ne soyez pas donc surpris qu'un jour, on se retrouve au Burkina Faso avec un système éducatif pourri.
L'autre élément, c'est un problème qui concerne donc tout le monde. Pas seulement ceux qui viennent de sortir nouvellement, parce que bientôt ceux qui vont faire les concours professionnels également seront touchés par un certain nombre de ces notes-là. Par exemple, la circulaire n'évoque pas seulement ceux qui sortent nouvellement, mais même ceux qui viennent faire les concours professionnels seront donc revus et vont voir donc les indemnités coupées à partir donc de cet instant. Donc la doléance c'est qu'on puisse donc mandater le plus tôt possible ceux qui sont nouvellement sortis afin qu'ils puissent rejoindre les postes. À l'étape actuelle, il y a plusieurs milliers d'élèves qui attendent les enseignants sur le terrain. Il y a des écoles qui attendent les conseillers d'éducation, les assistants d'éducation et tous ceux qui sont de la vie scolaire. Alors que nous avons presque fini le premier trimestre, non? Oui, nous avons presque fini le premier trimestre. Donc 3 mois après, bon, si ça veut dire qu'au niveau de ces écoles, on fait sans vous. Ben, on fait sans nous. Voilà, on fait sans nous malheureusement. Ils sont obligés, de le faire sans vous. Voilà. Ça, c'est une faute qu'il faut donc imputer à l'autorité parce que c'est une question de planification. Si les choses sont bien planifiées, je ne pense pas que... Puisque en principe, en octobre, nous devrons être sur le terrain. Certainement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour débuter l'année avec Pour débuter l'année. Et on a vu que, bon, d'une manière inconsciente ou de façon volontaire, ils ont décidé de nous envoyer au camp militaire, tout en sachant qu'il y a les besoins sur le terrain. Donc l'opportunité même d'envoyer les enseignants en octobre au camp militaire, vraiment nous trouvons que ce n'était pas opportun. Parce qu'on aurait besoin de ces enseignants sur le terrain. Et effectivement, on constate l'absence donc du personnel sur le terrain, malheureusement. Voilà. Donc pour nous, c'était vraiment mal planifié. Et c'est la mauvaise politique de l'éducation qui engendre toutes ces difficultés selon nous. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas la lenteur administrative qui fait que vous avez des difficultés aujourd'hui? Oui, la lenteur administrative, c'est une réalité. Mais ce que nous avons toujours décrit, c'est qu'il faut que l'administration change sa façon de faire parce que nous sommes tout simplement des victimes. Voilà. Parce que quelle que soit la lourdeur au niveau de l'administration, nous estimons que en espace de 6 à 8 mois, si actuellement on est à 924 dossiers sur plus de 5 000, nous estimons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Voilà. Ok, allez-y. C'est une triste réalité. En tout cas, ce que nous interpellons, c'est que l'autorité puisse s'activer parce que c'est de ça qu'il s'agit. La question fondamentale, c'est le mandatement. Si nous sommes mandatés, tout ce débat est terminé. Vous avez dit, si vous êtes mandaté aujourd'hui, demain vous rejoignez vos postes. Absolument. D'accord. Monsieur Ouedraogo, vous avez fait la conférence de presse, vous donnez de la voix à travers les médias. Après, quelle sera la suite de vos actions? Oui, comme nous l'avons dit à la conférence de presse, effectivement, après donc, cette conférence de presse, nous avons d'abord commencé par les démarches auprès de nos autorités. Nous avons fait des assemblées générales, on a fait le point à nos collègues. On a fait une conférence de presse pour montrer à l'opinion publique ce qui se passe, les difficultés que nous vivons au niveau donc, du système éducatif au Burkinabé. Et si nous ne sommes pas écoutés et que nos doléances ne sont pas prises en compte, nous allons donc rendre compte à notre base, nous allons rendre compte à nos collègues et ensemble on va analyser et voir la faisabilité donc des choses. Mais nous pensons que après avoir donc interpellé l'autorité, la balle est dans son camp. Et si l'autorité prend l'engagement de nous mandater, nous sommes déjà en novembre, en fin novembre, et si par exemple en fin novembre tout le monde est mandaté, nous pensons que les jours qui vont suivre là, chacun va rejoindre son poste et il n'y aura plus de débat. D'accord. Voilà. Et pour aller, on va dire quoi, prendre l'année en cours, parce que vous n'allez pas débuter l'année scolaire avec les élèves. C'est ça. Bon, merci. Nous avons presque fini notre entretien. Ok. Alors donc, pour nous, à l'étape actuelle, il y a un élément que je voudrais évoquer très rapidement. Il y en a qui ont fait les tirages au niveau régional, provincial. Il y en a qui connaissent les lycées, qui doivent aller prendre service. Malheureusement, avec la crise sécuritaire, il y a des zones qui sont inaccessibles aujourd'hui. Et on met la pression à nos collègues d'aller prendre service et d'y rester pour servir. Pendant ce temps, il y a des établissements qui sont fermés. Et aujourd'hui, il y a des collègues qui devraient aller à l'Orum, dans les Titao, pour aller donc prendre service. Malheureusement, vous connaissez donc la réalité de la localité. Et il y en a plein comme ça qui doivent aller prendre service. Malheureusement, au regard de la situation, ils ne pourront pas aller. Et s'ils ne prennent pas service, ils ne pourront pas avoir leur attestation de prix de service et ils ne vont pas avoir donc des indemnités à compter donc de la prise de service. Mais malheureusement, comme on l'a dit, cela ne semble pas faire partie donc des priorités.
et des préoccupations de l'autorité. Et personne n'en parle. Personne ne parle de cela. Et ils font donc sortir des notes pour menacer les gens qu'on a calés sur le terrain. Donc je pense que vraiment c'est de la mauvaise foi de la part donc de nos autorités de vouloir donc envoyer des enseignants dans des zones vraiment inaccessibles et en ne tenant pas compte d'un certain nombre de réalités. Nous pensons vraiment que c'est bien dommage. Et malheureusement, c'est le Burkina qui paie. Merci bien. Merci à vous d'être passé. Et puis nous espérons donc que vous allez trouver une solution ou une porte de sortie. Je rappelle que ce sont des enseignants ou du personnel éducatif nouvellement sortis des écoles de formation de l'enseignement et de l'éducation qui attendent aujourd'hui leur mandatement pour rejoindre leur poste. On retrouve à l'intérieur des élèves donc, du PGN. On retrouve également donc, ceux de l'UNESCA. On retrouve beaucoup donc, qui sortent des écoles de formation. Nous espérons que vous allez trouver une solution. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Pegdouende Issifou Ouedrago, qui est le coordonnateur de la coordination nationale des comités de suivi du mandatement. Également sur ce plateau, M. Hassan Zoromé, chargé à l'information de la même structure. Et c'est ici qu'on met un point final à cette rubrique Entretien du jour. Et c'est fini pour la suite de cette émission. Nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de retrouver d'autres invités. Pour la suite de cette émission, nous allons parler bonnes affaires. Nous parlons d'une activité à venir, d'un événement qui va se passer en décembre avec notre invité dans la rubrique bonnes affaires. Je rappelle que vous avez la possibilité de passer nous voir pour parler de vos événements, surtout quand on s'approche de décembre, il y aura assez d'activités, assez d'événements. Vous avez la possibilité de venir nous voir pour parler de vos activités, de vos événements, de vos entreprises dans la rubrique Bonnes Affaires. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Nathalie Dondassé. Alors, elle est la promotrice de l'événement Marché de Noël écologique 2021. Bonjour et bienvenue. Merci bien. Madame Dondassé, nous avons une Dondassé ici. Elle, c'est Adèle Dondassé. Donc, vous avez une sœur chez nous. Alors, nous parlons du marché de Noël écologique 2021. Déjà, pourquoi vous avez décidé de créer un marché de Noël, mais un marché de Noël écologique? Merci. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau. Avant tout propos, nous voudrions remercier la direction de Savane Média ainsi que l'ensemble de son personnel pour le soutien. Et on a décidé d'organiser le marché de Noël écologique par le simple constat qu'on fait dans nos villes et dans la rue. Il y a des déchets plastiques partout et d'autres déchets qu'on constate qui a un impact sur l'environnement, sur notre santé. Et c'est vu ce constat qu'on a décidé d'organiser ce marché de Noël écologique pour sensibiliser et conscientiser la population. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ce marché de Noël écologique? Alors, il y aura une exposition vente des produits résultant des collectes et du recyclage même et de la transformation des déchets. Ok. Donc, et concernant... Et pendant cette période donc, où le marché va se tenir, quelles sont les activités qui vont se passer autour? On aura plein d'activités. Et si je peux rappeler la date du marché, le marché aura lieu en temps réel le 4 et le 5 décembre. Et on aura une sensibilisation le 3 décembre. Et cette sensibilisation vient au point nommé, viendra à conscientiser la population sur l'importance même de la collecte des déchets, leur recyclage, leur transformation et leur valorisation. Donc on aura la sensibilisation le 3 avec la population, et d'où on fait appel même à la mobilisation de la population de Ouagadougou, plus particulièrement aux habitants du quartier Puissy. On demande à toutes ces personnes-là, enfants, vieux, adultes, de sortir massivement et participer à la sensibilisation et à la collecte même des déchets plastiques dans le quartier Puissy. Et le 4 et le 5, on aura à proprement dit le marché. Et lors du marché, on aura une exposition vente des produits résultant des déchets.
de la valorisation de certains déchets. Comme exemple, on aura des canapés faits à partir des pneus usés, on aura des seaux en plastique, des nattes faites à partir de la transformation des déchets plastiques. On aura plein de produits qui résultent de la valorisation de ces déchets. Et pour couronner le tout, on aura un atelier pour les enfants de 5 à 15 ans qui concerne les dessins et décorations avec des objets recyclés pour amener même les enfants à aimer et à améliorer même la préservation de l'environnement. Et pour allier aussi la solidarité, comme on sera dans le mois de la solidarité, des festivités, on fait appel à la population pour faire don des vêtements, des chaussures et toutes choses utiles que vous jugez nécessaires pour donner à des personnes qui sont dans le besoin. On va aussi collecter des jouets pour faire don à un orphelinat. D'accord. Et quand on parle de marché de Noël, tout de suite, on se dit que c'est un marché où on va avoir de la vente de sapins de Noël, de chapeaux de Noël, en tout cas des jouets et autres. Mais vous venez avec une idée innovatrice. Il s'agira là de vendre des objets, d'exposer du moins des objets fabriqués à base de matière plastique. Donc c'est un marché de Noël écologique. C'est exposition et vente en même temps. Et vente en même temps. Donc maintenant, quel est le public cible de votre activité? Est-ce que vous vous intéressez plus aux enfants ou bien toute la population? Toute la population est concernée. Du moment quand on parle de la préservation et la protection de l'environnement, chacun est concerné et chacun doit apporter sa contribution. Donc on fait appel aux vieux, aux adultes, aux enfants. Nous sommes tous concernés et chacun doit apporter sa contribution. Et le thème, c'est Noël dans le recyclage artisanal sur la voie donc éco-citoyenneté et développement durable. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Ce thème n'est pas choisi par exprès, c'est vu le constat dont j'en ai parlé plus haut. Et ça, c'est pour... On sait qu'il y a déjà des acteurs qui sont sur le terrain. Si on prend l'exemple de nos mamans, de la brigade VET, qui font déjà un travail énorme dans l'assainissement de la ville. Il y a aussi des individus qui sont aussi dans l'assainissement de la ville. Mais on constate que cela reste toujours insuffisant si ça concerne un certain nombre de la population. Donc, on veut par là, franchement, valoriser tous ces acteurs-là qui se sont mis dans la collecte des déchets, leur recyclage, la transformation et la valorisation. On veut par ce marché les mettre en valeur et qu'ils viennent montrer leur savoir-faire et par là conscientiser les visiteurs, ceux qui seront là, et prouver qu'on peut faire quelque chose des déchets et tout en protégeant notre environnement. Alors, l'autre aspect aussi donc, qui vous tient à cœur, c'est de faire appel à d'éventuels partenaires pour vous accompagner, parce que je rappelle que c'est la première édition donc, de cette activité et vous avez besoin de partenaires aujourd'hui. On vous permet de lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui peuvent vous accompagner pour cette activité. Merci à vous. Nous sommes ouverts à toute forme de partenariat ou de sponsoring, aux bonnes volontés, à toute personne physique ou morale qui juge bon de nous accompagner dans cette initiative. Et la réussite de cet événement, il va de nous tous. Vous avez besoin de quoi concrètement? On a besoin actuellement des moyens financiers, des moyens matériels, toutes choses utiles que vous jugerez bon de nous accompagner. Nous sommes recevables. D'accord. Oui. Et pour ceux qui sont dans le recyclage, ou les entreprises qui sont dans le recyclage, est-ce que ces entreprises ou ces personnes-là peuvent vous contacter pour participer, venir exposer? Bien sûr, bien sûr. On attend vraiment qu'ils viennent dynamiser même le marché, parce que ce marché leur appartient. Et ça, c'est l'occasion même qu'ils viennent montrer leur savoir-faire et montrer aussi qu'on peut, à travers le recyclage et la valorisation, créer des emplois et participer même au développement économique du Burkina Faso. Donc on fait appel à tous ces acteurs, nos mamans qui sont dans les collectes, qui en font des seaux, des nattes, les entreprises qui utilisent les pneus usés, qui en font des canapés, des tables bancs, et aussi les poubelles qu'on voit maintenant dans nos villes. Nous faisons appel à tous ces acteurs qu'ils viennent participer, prendre les stands d'exposition, exposer leur savoir-faire et profiter faire aussi des ventes.
Et quelles sont les conditions pour avoir un stand, par exemple? Le stand coûte 30 000 francs pour les 2 jours. Et on invite aussi tous ces acteurs-là, tous les preneurs des stands, à ne pas se focaliser seulement sur le 4 et le 5, le marché de Noël à proprement dit, à venir même se prendre carrément, totalement, même s'approprier même du marché et de la sensibilisation qui aura lieu le 3. Du moment que vous êtes déjà même sur ces volets, du moment qu'ils se sont déjà même lancés sur cette voie, c'est une voie à saluer et c'est une voie initiative à saluer. Donc on leur demande tous à être présents d'abord le 3 décembre pour la sensibilisation et aussi continuer avec l'exposition vente le 4 et le 5. D'accord. Merci bien d'être passé et puis on va vous permettre de laisser des contacts. D'accord. Si vous me permettez, on voudrait ajouter quelque chose par rapport au profil des exposants. On n'attend pas seulement les acteurs qui sont dans le domaine du recyclage et la valorisation des déchets, mais on fait appel aussi à tous ceux qui sont dans les produits locaux, comme les pains tissés, nos mamans qui sont dans la transformation agroalimentaire et bio, comme le Sumbala et autres qui sont vraiment axés sur la consommation locale. Nous vous invitons aussi à prendre part. D'accord. Contact? Et nos contacts, vous pouvez réserver les stands au 73 34 54 53, au 77 38 48 00, au 55 12 56 09. Et les 2 premiers numéros sont affichés en bas de vos écrans. Vous pouvez prendre ces numéros et contacter Madame Dondassé. Donc le marché de Noël écologique a lieu les 4 et 5 décembre prochains. Et c'est où? C'est à Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo à Pissi. D'accord. Donc c'est dans la cour de Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo. Dans la cour de Canal Olympia. Merci à vous et puis on aura d'autres occasions encore pour parler de cette activité. Je rappelle que nous recevions pour vous Madame Dondassé Nathalie. Elle est la promotrice de l'événement Marché de Noël écologique 2021. Nous allons la accompagner musicalement. C'est le temps que notre prochain invité s'installe. Triste, ces guerres n'en point finir. Tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Est-ce un monde qui se perd? As-tu pris ton bâton du pèlerin? Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon père. Et toi ma mère, tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Donne-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. Nos espérances, que la colombe blanche prenne son envol, que nos différences s'unissent face au mal. Une Afrique unie, fils et filles, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion. Maintenant, nous parlons de la conférence scolaire et professionnelle organisée par l'entreprise Africa SME. Il s'agit notamment de Africa Service de Management et d'entrepreneuriat. Nous sommes avec le président de cette société. Il s'agit de M. Joël Léodé. Bonjour et bienvenue. Merci, madame. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Vous étiez passé la dernière fois pour parler plus de votre entreprise et de cette activité que vous organisez. C'est jour J moins quoi? Moins 2? Disons jour J moins 2 vraiment, puisque c'est ce dimanche. D'accord. Oui. Moins quelques jours en fait. Et puis nous en parlons, nous allons rappeler justement cette conférence que vous organisez. Oui. Mais avant, présentez-nous quand même votre entreprise Africa Service de Management et d'entrepreneuriat. Ok, disons avant tout propos, je tiens rapidement dire un grand merci à la Savane Média et tout le personnel, sans oublier le directeur commercial, M. Abissi, notre parrain,
de cette conférence. Bref, Africa Service de Management et de l'Entrepreneuriat, Africa SME, que je préside, c'est une structure à reconnaissance officielle et formelle, bien sûr. Notre objectif, nous intervenons bien sûr dans le domaine de l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Donc notre engagement, c'est vraiment de contribuer au développement socio-économique de la jeunesse et des femmes. Et là, vous organisez une conférence scolaire et professionnelle. Oui. Parlez-nous de cette conférence. Ok, disons la conférence scolaire et professionnelle dont le thème intitulé déjà réussir sa vie académique et professionnelle à coup sûr. Donc notre objectif, bien sûr, en collaboration avec des experts coachs. L'objectif est d'inculquer aux apprenants dès le bas âge, bien sûr, les astuces nécessaires pour réussir sa vie scolaire et professionnelle. De les préparer de la réussite scolaire au professionnel. Okay. Donc, je pense que vraiment c'est très bénéfique pour les apprenants de comprendre qui ils sont dès le bas âge, qui je suis dès le bas âge, et ça permet vraiment de réussir la vie active après le cursus scolaire. Donc c'est vraiment apprendre aux gens comment réussir sa vie scolaire, sa vie professionnelle. Super. Maintenant, qui seront les conférenciers? Les conférenciers, disons déjà, nous avons Monsieur Ganame Ibrahim, c'est un coach, un motivateur, il vient de la Côte d'Ivoire. Il y a demoiselle Agathe, c'est une coach, elle est burkinabé mais elle vient de Suisse. Disons qu'elle est déjà là sur le terrain. Je pense qu'il y a également une diplomate, elle s'appelle Flora Kone. Voilà, donc nous avons en quelque sorte 4 panélistes. Okay. Il y a Dr Briand qui est également un coach. Je pense que tous ceux-là seront présents. Et je prends le profit également de dire un grand merci à notre invité d'honneur, la coach Elda Kouama, celle qui a su vraiment assumer par des vocabulaires favorisants bien sûr devant le président Macron. Elle a pu vraiment accepter notre invitation pour pouvoir honorer cette conférence. D'accord. Et ça va se passer où et quand? La conférence se tiendra ce dimanche, le 21 novembre, au Sénasa. Au Sénasa à partir de 14h. Disons déjà les installations... de 14h à quelle heure? À 18h. Okay. À 18h. Déjà à partir de 13h30, installation, voilà, des participants et des invités. Et puis bon, à 14h00, je pense qu'on démarre. D'accord. Voilà. Les conditions de participation? Bon, les conditions, disons que vraiment, nous sommes en début de rentrée. Nous avions mis c'est une barrière d'inscription. Sinon, la participation pour nous, elle est vraiment gratuite. Mais on a mis 1000 francs, mais on a vu encore que vraiment les élèves n'ont vraiment pas les moyens. Vu que bon, disons que le comité, bien sûr, sous ma direction, on a subventionné encore, on est revenu à 500 francs pour permettre vraiment aux élèves, étudiants et d'autres de participer massivement. Donc disons que bon, c'est juste ça. S'inscrire à 500 francs et participer gratuitement. Mais est-ce que quelque part il faut s'inscrire avant l'activité ou bien on vient directement? Oui, bon, disons qu'il y a d'autres, ceux de l'arrondissement 3 de Tampuy, il y a pas mal d'élèves qui s'intéressent à la cause. Donc notre objectif c'est de les déplacer, de prendre des cas, de les déplacer. Donc l'objectif pour nous, d'ici le soir même ou demain matin, nous allons faire une mise en place et faire le point vraiment des participants pour pouvoir bien sûr les déplacer, les convoyer de l'arrondissement 3 au Sénasa. Donc notre objectif c'est vraiment, puisque d'autres vont dire aux parents qu'ils vont à la conférence, mais dilater pour aller faire autre chose. Ouais. Monsieur Léodé, notre temps d'entretien est terminé. Merci bien. Et puis voilà, on vous souhaite bonne conférence. On va quand même permettre de donner un numéro rapidement. D'accord, le 01 24 66 26 78 10 61 44. 01 24 66 26 78 10 61 44. Merci et bonne conférence. Merci, donc allez-y apprendre comment vous pouvez réussir l'année scolaire et bien sûr réussir aussi l'année universitaire ou votre dans le domaine professionnel. Donc ça se passe dimanche 21 novembre au Sénasa à partir de 14h avec bien sûr l'entreprise Africa SME et ses partenaires. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est l'occasion pour nous encore de vous dire merci. Merci de votre fidélité à cette émission et puis rendez-vous demain quand il va sonner 7h30 pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. En attendant, nous devrons rendre l'antenne. Portez-vous bien et cuisse.